bonjour à tous et merci pour votre présence pour ce webinaire RSE. Donc, c'est un sujet incontournable pour les entreprises, mais il est quand même trop souvent vécu comme une contrainte, alors que c'est pourtant un levier de performance et d'attractivité. On verra donc comment en faire un atout stratégique avec des exemples concrets. Et pour nous accompagner, Tatiana Rink, formatrice RSE et management, partagera donc son expertise et à l'issue répondra à vos questions. Tatiana, je vous laisse la parole. Très bien. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et d'avoir l'occasion de discuter de ce sujet qui est brûlant d'actualité, la RSE, donc un levier qui devient en effet, comme l'a très bien dit Daya, incontournable pour les entreprises. Alors, qu'est-ce qu'on va voir concrètement aujourd'hui? On va commencer par, on va commencer par comprendre les fondamentaux de la RSE. L'idée, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qu'est la RSE, en fin de compte. C'est un mot-clé qui revient souvent auprès des entreprises, alors de toute taille. Comme l'a dit Daya, c'est souvent vécu comme une contrainte. En fait, les réglementations, notamment les obligations RSE, sont souvent vécues comme une contrainte par les entreprises, alors qu'au contraire, ça peut être un formidable levier de performance, donc ça peut être vraiment un atout que les entreprises peuvent mettre en avant. On va s'intéresser également aujourd'hui au cadre réglementaire auxquelles sont soumises les entreprises aujourd'hui. Donc rapidement, on va voir au niveau européen, au niveau français, quelles sont un petit peu l'évolution qu'on peut observer de ce côté-là. Et aussi pour que vous puissiez vous-même, en tant que formateur, potentiellement voilà, conseiller vos clients si le sujet venait à émerger. Et on va finir sur des exemples concrets de projets RSE. Donc, je vais vous présenter quatre projets RSE, voilà, qui ont des applications différentes, mais en tout cas, ça peut vous donner vraiment une idée de à quoi peut ressembler un projet RSE aussi pour toute taille d'entreprise. Voilà, et on pourra ensuite passer à vos questions et je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors, comprendre ce qu'est la RSE et comment elle peut avantager les entreprises. Et je crois que, alors si vous avez des questions, je reviens juste là-dessus rapidement, vous pouvez les mettre dans le chat et on y reviendra à la fin. Voilà, on prendra les questions à la fin pendant la session de questions-réponses. Alors, donc on va un- commencer par l'introduction de la RSE, les fondamentaux de la RSE, et aussi essayer de comprendre comment cette RSE, cette méthodologie, en fin de compte, cette stratégie peut avantager les entreprises. Alors, la RSE, donc c'est un acronyme, RSE, donc c'est responsabilité sociétale des entreprises. Alors des fois, vous pouvez voir le sigle aussi RSO, donc c'est responsabilité sociétale des organisations. Donc là, on va comprendre aussi par exemple les associations, on va comprendre les organisations publiques, donc les entités publiques également. Mais quand on parle de RSE, on parle vraiment des entreprises, de toute taille. Ça peut être vraiment PME, enfin, ou une TPE même, jusqu'au grand groupe. Donc la RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises, aujourd'hui, c'est tout simplement le développement durable qui est appliqué aux entreprises. Donc ça va venir regrouper en fait toutes les pratiques qui sont mises en place par les entreprises pour respecter les principes du développement durable. C'est-à-dire donc, l'objectif du développement durable, c'est alors d'être premièrement, et c'est par ordre de priorité, d'être économiquement viable, d'avoir un impact positif sur la société, mais aussi de mieux respecter l'environnement. Alors pourquoi est-ce que je dis par ordre de priorité? Et ça c'est très important, notamment pour les entreprises, parce que on ne peut pas parler de développement durable si derrière le modèle n'est pas économiquement fort, résilient et en capacité justement de s'adapter aux pressions du marché. Donc c'est pour ça que, en gros, ce que j'explique à mes clients souvent, c'est que si une entreprise ne sait pas comment elle va payer les salaires de ses salariés, elle ne peut pas s'intéresser à d'autres thématiques parce que ça va être forcément la priorité sur le moment. Donc on va inclure vraiment dans le développement durable cette notion économique, et ça c'est très important parce que souvent quand on parle de RSE, quand on parle de développement durable,
Certaines personnes, certaines entreprises peuvent penser que voilà, on- on est des gentils hippies, pour le dire comme ça, qui veulent travailler sur des thématiques sans prendre en compte la réalité du terrain, et c'est pas du tout le cas. Donc vraiment, il y a cette base économique. Ensuite, on va avoir un impact positif sur la société. Donc là, on va venir vraiment s'intéresser à toutes les thématiques qui vont être directement liés aux enjeux, aux grands enjeux de société. Donc pensez au handicap, pensez à la diversité, pensez au bien-être des salariés, tout simplement. On le voit aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui souffrent de burn-out. Euh, on va parler de QVCT, donc de qualité de vie et de conditions de travail. Tout ça, c'est des choses qu'on va retrouver dans la RSE. Et ensuite, en dernier, on va retrouver la partie environnementale, qui est aussi très importante. Alors c'est vrai que ce développement durable, les gens ont tendance à l'associer surtout à la partie environnementale, et pourtant, de manière un peu paradoxale, c'est ce qui va venir un petit peu en dernier, par ordre de priorité, quand on met en place une stratégie RSE qui est vraiment pertinente chez les entreprises. Euh, Vous trouverez ensuite, enfin sur la slide, vous voyez quatre points qui sont importants pour mettre en place une stratégie RSE qui a du sens, hein, tout simplement. Alors déjà, une entreprise qui veut mettre en place une démarche RSE, elle n'a pas besoin d'être parfaite. C'est très important à comprendre parce que ça peut faire peur des fois aux entreprises de dire bah oui mais il va falloir que je mette en place des certifications, des labels, je dois être irréprochable. Non. Ce qui est important c'est d'être transparent et éthique. Donc ça va être la base de la démarche. Ça veut dire qu'on va travailler sur les valeurs de l'organisation. Alors déjà, il faut connaître ces valeurs et ensuite, il faut réfléchir à comment est-ce qu'on va les prendre, on va les appliquer. Alors, un comportement transparent et éthique, c'est important de dire ce qui marche, mais c'est aussi important de dire ce qui ne marche pas. On ne demande pas aux entreprises d'être parfaites. Voilà, on commence tous quelque part, hein. La RSE, elle va beaucoup plus se concentrer sur une logique d'amélioration continue. C'est de dire comment est-ce que je peux avoir un impact plus positif sur la société, ou comment est-ce que je peux minimiser mon impact négatif, en fin de compte. Donc dire ce qui marche, mais aussi ce qui marche pas. Donc ça va être très important. Notamment aussi aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on le sait, on est de plus en plus connectés et les personnes peuvent, enfin les clients, pardon, voilà, a beaucoup plus facilement accès en fait à des informations sur les entreprises. On va beaucoup parler des parties prenantes aussi quand on parle de RSE. Je reviens sur le concept des parties prenantes sur la prochaine slide. Donc, je laisse ça de côté pour l'instant. On respecte les lois en vigueur dans la RSE, c'est la base. Mais on considère surtout que c'est surtout le point de départ. D'accord? Donc la RSE, une entreprise qui va mettre en place une démarche RSE, elle va toujours vouloir être plus ambitieuse que le cadre réglementaire. Si je respecte seulement les lois, sans aller au-delà, que ce soit sur l'environnement, que ce soit sur le handicap, que ce soit sur le bien-être au travail, en fait, je ne fais que respecter la loi. C'est le minimum. Donc l'objectif, c'est vraiment d'être encore plus ambitieux et de faire plus que ce que le gouvernement, l'État, la loi m'oblige. Idéalement, dans un monde parfait, la RSE, ce serait une méthodologie de gestion de projet qui est intégrée à l'ensemble de l'organisation. Alors, souvent la RSE, on va retrouver dans les entreprises, notamment les grandes entreprises, les grands groupes, euh, un responsable RSE ou un service RSE. Généralement, ils sont intégrés au service RH. Pas toujours, mais ouais, souvent. Et c'est très bien. Mais on va encore percevoir la RSE comme étant quelque chose qui est à part. On n'a pas cette notion de silo, alors que la RSE en soi, ça devrait vraiment plutôt être une méthodologie de gestion de projet, et donc quelque chose qu'on va en fait intégrer à toutes nos réflexions sur tous les projets qu'on va mettre en place dans l'entreprise, que ce soit en interne ou en externe. Hop, je passe la slide. Ah, excusez-moi, j'arrive pas à passer la slide. Hop, voilà. Alors, je parlais tout à l'heure du concept des parties prenantes. Donc très rapidement, une partie prenante, ça va représenter toute personne ou tout groupe de personnes qui est impacté par l'activité d'une entreprise. Ou, et ça je ne l'ai pas mis mais c'est aussi important, ou peut impacter
l'activité de l'entreprise. Voilà, donc c'est toutes les personnes qui ont un intérêt dans les activités des entreprises. Et le concept en fait des parties prenantes sur lequel vraiment va se baser la RSE, euh, le concept c'est de mieux comprendre, enfin d'aller dialoguer avec mes parties prenantes, toutes mes parties prenantes, pour mieux comprendre leurs attentes. Et ça va me permettre de m'en faire des alliés pour mes projets, que ce soit des projets internes ou des projets externes. Donc si ça vous intéresse de lire un petit peu plus sur la théorie des parties prenantes, tout ça, ça a été théorisé par un monsieur qui s'appelle Ed Freeman, donc vous voyez la photo ici. Et en 1984, il a donc publié des articles de recherche académique qui s'intitulent La théorie des parties prenantes. Donc c'est un chercheur américain qui est notamment à l'université de Pennsylvanie. Alors, la RSE, d'où est-ce que ça vient? Un peu pour expliquer un petit peu la genèse du concept. Dans les années 70, notamment aux États-Unis, vous avez ce qu'on appelle la doctrine Friedman, qui est la doctrine, on va dire, économique, hein, doctrine économique principale. Et donc, selon Milton Friedman, donc attention, les Freeman et Friedman, les noms se ressemblent. Donc, pour Monsieur Friedman, l'unique responsabilité de l'entreprise, c'est de générer des profits. Donc là, vous voyez tout à gauche, vous avez les investisseurs qui vont investir donc, dans l'entreprise. L'entreprise va générer des profits. Donc elle va utiliser tous les outils, toutes les méthodologies qu'elle a à sa disposition pour générer des profits. Et donc ces profits, on le voit sur la dernière petite image, ces profits vont être reversés aux actionnaires et aux investisseurs. Et donc sous cette doctrine, la seule responsabilité sociale des entreprises, c'est d'augmenter leurs profits. La logique derrière est un peu plus complexe. Voilà, on parle aussi par exemple du ruissellement. C'est de là que provient notamment la théorie du ruissellement dont on entend souvent parler. C'était un petit peu la vue économique qui était acceptée à l'époque aux États-Unis. Et donc, dans les années, fin des années 70, début des années 80, on a donc Ed Freeman qui vient remettre ça en question et qui lui vient argumenter que en répondant aux besoins des parties prenantes, une entreprise va améliorer ses performances. Et donc là, vous voyez aussi, j'ai mis une citation de Freeman. Donc la citation qu'on avait sur la slide précédente, c'était une citation de Friedman. Et donc là, le but de l'entreprise est de répondre aux besoins de ses parties prenantes, ce qui lui permettra de créer de la valeur. C'est extrait de son article La théorie des parties prenantes. Donc on voit que l'approche est différente. Donc là, on va avoir de nouveau, sur les slides, vous voyez, tout à gauche, vous avez les investisseurs qui vont venir investir dans l'entreprise. L'entreprise ne va pas utiliser tous les outils, toutes les méthodologies qu'elle a à disposition pour augmenter les profits, mais elle va passer par une étape intermédiaire, pardon, qui va être de venir interroger ses parties prenantes. Et donc, en interrogeant ces parties prenantes, elle va connaître leurs besoins et elle va s'efforcer de répondre aux besoins de ces parties prenantes. Juste après, on va voir comment est-ce qu'elle va répondre justement aux besoins de ces parties prenantes et comment est-ce que ça peut être quelque chose de positif pour l'entreprise. Et donc, la théorie de Freeman, c'est en répondant aux besoins des parties prenantes, ça va générer des profits pour cette entreprise et des profits qui sont encore plus élevés que dans la théorie de Friedman, qui va justement chercher à générer un maximum de profits. Et donc, ces profits vont créer ce qu'on appelle de la valeur partagée. Vous voyez, j'ai une petite flèche qui revient sur les parties prenantes parce que cette valeur partagée, elle va être partagée entre les parties prenantes et l'entreprise. D'accord? Donc j'ai bien une petite main qui tienne le petit cœur. C'est pour vraiment souligner un petit peu cette valeur partagée, de dire on va créer quelque chose qui est bénéfique pour l'entreprise, mais aussi pour les parties prenantes. Et souvent on me dit, bah oui, mais les investisseurs, les investisseurs sont là parce que les investisseurs, ils font partie des parties prenantes. Donc on ne les oublie pas. Et si vous vous souvenez de ce que j'ai dit il y a quelques instants, dans la RSE, le niveau 1, c'est que le projet RSE ou l'entreprise, en tout cas le business model, doit être impérativement économiquement résilient, viable.
Et donc en augmentant, en s'assurant du travail, en fait, enfin de la coopération, pardon, des parties prenantes, on s'assure que en s'assurant de la coopération des parties prenantes, on va s'assurer que l'entreprise va devenir plus résiliente. Donc un exemple que je peux vous donner, par exemple, c'est vos fournisseurs. Enfin, le fournisseur d'une entreprise fait partie de ses parties prenantes. Et si l'entreprise va chercher à contenter ses parties prenantes. Alors généralement les fournisseurs, ils vont avoir des besoins comme bah, j'aimerais bien que ma facture soit payée rapidement. J'aimerais bien qu'on me communique clairement et à temps les besoins, les besoins de l'entreprise. Voilà, donc ça va être des besoins qu'on va retrouver régulièrement chez les fournisseurs. Et donc si l'entreprise euh, essaye de, par exemple, payer le plus rapidement les factures, mais en fait, le fournisseur, il va être beaucoup plus enclin à travailler avec cette entreprise. Et s'il est dans une situation où il doit choisir entre deux, trois clients, bah, il va choisir l'entreprise avec laquelle il a de meilleures relations parce que c'est l'entreprise qui va le payer le plus rapidement. Et donc, ça bénéficie à l'entreprise. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était il y a quoi, il y a 3-4 ans, il y a eu la crise des semi-conducteurs enfin des puces là, électroniques, notamment dans... Voilà, ça a créé plein de problèmes chez diverses entreprises, notamment dans l'automobile. Et donc en fait, les entreprises qui avaient des meilleures relations, on va dire, avec leurs fournisseurs, c'est celles qui, en fin de compte, s'en sont aussi mieux sorties. Donc ça, c'est un exemple de comment la RSE peut créer de la valeur ajoutée. Alors, un projet RSE, donc, ce que je viens de dire, il a du sens quand il réussit à lier vraiment d'un côté les enjeux stratégiques de l'organisation, donc on prend en compte évidemment les enjeux de l'organisation, et aussi des besoins sociaux et environnementaux des parties prenantes de l'organisation. Et en réussissant à les mettre ensemble, on va créer, on va voilà, définir une stratégie, une politique et des actions RSE qui font sens. Mais il faut que ça réponde vraiment aux deux. Donc les besoins socio-environnementaux de mes parties prenantes, donc toute la partie, on va dire, développement durable, et de l'autre côté, les enjeux stratégiques de moi, de mon organisation, de mon entreprise. Voilà. Donc par exemple, un autre exemple que je peux vous donner, je parlais tout à l'heure, je mentionnais la QVCT. Donc là, par exemple, vos salariés font partie de vos parties prenantes internes. Et eux, ils vont avoir des besoins qui vont être plutôt sociaux, alors des fois un petit peu environnementaux, dans le sens où ils ont envie de travailler pour une entreprise qui va être engagée voilà, d'un point de vue environnemental, mais surtout sociaux. En fait, les gens, ils ont envie de se sentir bien dans leur travail, de pas avoir de burn-out, de pouvoir s'épanouir. Quel est l'enjeu de l'entreprise par rapport à ça? L'enjeu de l'entreprise, c'est de dire, bah, plus mes salariés, et il y a aujourd'hui plein d'études qui le démontrent, qui le prouvent par des chiffres, et en fait, plus quelqu'un va être bien dans son travail, plus il va être engagé, plus il va être motivé, moins va y avoir d'arrêt maladie, et donc tout simplement, il va être plus productif. Donc ça va être comme ça que la RSE vraiment va réussir à créer de la performance pour les entreprises. C'est toujours de se dire, bon, c'est quoi? C'est vraiment cette situation de win-win, hein, gagnant-gagnant, qu'on peut entendre des fois, de dire bah, pour l'entreprise, mais aussi pour mes parties prenantes. Alors, il y a plein d'avantages au projet RSE. Donc, si on est en capacité de les lier aux enjeux stratégiques de l'entreprise, on vient de le voir ensemble. Après, vous allez me dire, bah oui, mais c'est bien beau, mais comment est-ce qu'on justement trouve ou réussit vraiment à faire cette connexion entre les besoins de l'organisation et les enjeux des parties prenantes? Il y a des méthodologies très précises qui existent, ainsi que plein d'outils. Alors on n'a pas le temps aujourd'hui de regarder tous les outils, mais voilà, je vous en ai marqué quelques-uns là sur la slide. Donc, vous allez retrouver par exemple le dialogue partie prenante. Donc ça va être plutôt un processus. Un dialogue partie prenante, ça prend entre 3 et 6 mois. L'objectif, c'est vraiment de réussir à communiquer, à dialoguer avec ces parties prenantes, donc pour comprendre leurs besoins. Un outil qu'on peut mentionner, ça va être aussi les entretiens, alors qu'ils soient individuels, groupés ou même des questionnaires. Donc c'est un des outils, enfin c'est trois outils en soi, qu'on va utiliser pendant le dialogue partie prenante, par exemple. Ensuite, on peut retrouver aussi, et ça, les entreprises sont un peu stressées par le sujet en ce moment, c'est notamment les matrices de double matérialité. Alors, il y a les matrices de matérialité, mais il y a aussi les matrices de double matérialité, qui sont une variante, si vous voulez, qui va un petit peu plus loin. Et c'est un outil qui va vous permettre justement de réussir à croiser vos enjeux, enfin, l'enjeu de l'entreprise avec celle des parties prenantes.
Voilà, donc ça c'est des outils un peu techniques si vous voulez qu'on va utiliser. Vous avez d'autres outils comme la matrice impact investissement, voilà, qu'on va venir aussi utiliser, appliquer pour affiner un petit peu le diagnostic et puis surtout les recommandations quand on travaille sur la stratégie RSE d'une entreprise. Et il y en a plein d'autres, évidemment. Alors là, je vous propose de scanner le code QR que vous voyez devant vous avec votre téléphone portable. Donc, vous n'avez pas besoin de créer de compte, vous pouvez directement participer. Je vais vous laisser quelques instants et je vais vous présenter. Ah, attendez. Euh, les questions. Donc, vous allez avoir quelques questions. On va réfléchir de façon un petit peu plus ludique, on va dire ça comme ça, aux questions. Juste le temps de lancer le programme, évidemment. Ça prend du temps. Et je vais vous repartager mon écran. Donc j'ai lancé normalement le jeu, petit jeu. Vous allez avoir des questions qui vont s'afficher sur votre écran, sur votre téléphone portable. Hop, c'est pas la bonne slide. Alors, normalement, donc ça devrait s'afficher sur votre écran. Une question, donc la première question, qui est de savoir quel est le pourcentage des travailleurs français qui déclarent ne pas vouloir travailler pour une entreprise qui n'a pas d'engagement social ou environnemental fort? Donc je vous laisse quelques instants pour choisir la bonne réponse. Et alors, la réponse correcte, c'était plus de 50%. Aujourd'hui, il y a des études qui montrent que 50% des salariés français, enfin des travailleurs français, parce que c'est pas que les salariés, mettent vraiment un point d'honneur, si vous voulez, à travailler pour des entreprises, pour des employeurs qui ont vraiment qui montrent un vrai engagement social et environnemental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus, je crois que le chiffre exact, c'est 52%. Donc vous voyez que c'est pas anecdotique, pardon, de soi. Alors, prochaine question. À combien est estimé le coût pour remplacer une personne sur un poste? Donc, quand vous avez une personne qui décide de démissionner parce que potentiellement elle est plus bien dans son travail, combien est-ce que ça va coûter à l'entreprise? Je vous laisse aussi quelques instants pour réfléchir à la réponse. Et normalement, la question se met automatiquement à jour sur votre portable. Alors, la majorité a répondu que entre 2 et 6 salaires mensuels. Et la réponse est, ça peut aller jusqu'à 300% du salaire annuel. Voilà. Donc c'est énorme. Alors, entre 50 et 300%, il y a une grosse marge, parce que ça va dépendre évidemment de plein de facteurs. Mais plus vous allez monter en fait hiérarchiquement dans l'entreprise, plus ça va devenir cher de devoir remplacer quelqu'un. Et la majorité de ce que ça représente ne vient pas du fait que c'est pas les coûts RH en fait, ça va être vraiment les coûts de formation notamment. Et aussi parce que quand une personne intègre une nouvelle équipe de travail, forcément elle n'est pas opérationnelle à partir du jour 1 ou même du jour 10. Ça met du temps aussi, donc il y a toujours un manque à gagner, donc on peut estimer que ça peut monter jusqu'à 300% du salaire annuel. Donc là aussi, ça montre que enfin travailler sur la QVCT, c'est vraiment un levier économique pour les entreprises. Donc, comme on a dit tout à l'heure, quelqu'un qui se sent bien dans son travail, il va pas poser sa démission, voilà,
un peu sur un coup de tête si vous voulez, ou voilà, il va rester plus longtemps, il y a vraiment un enjeu en fait de fidélisation des collaborateurs, la QVCT faisant partie intégrante des enjeux, des enjeux RSE du côté social. Troisième et dernière question. Quel pourcentage d'entreprises françaises sont aujourd'hui engagées activement dans la RSE, qui sont, pardon, engagées activement dans la RSE, le font prioritairement pour faire baisser leurs coûts de production? Et donc, voilà, vous avez trouvé la bonne réponse. La bonne réponse, c'est environ 50%. Donc là, attention, on ne parle pas de toutes les entreprises françaises, on parle des entreprises françaises qui sont activement engagées dans la RSE. Et donc 50% le font, pas parce que, voilà, ils pensent que c'est Si, je pense qu'ils le font aussi parce qu'ils pensent que c'est important de le faire, mais leur raison principale, ça va vraiment être de faire baisser les coûts de production. Donc on voit aussi que là, il y a vraiment cette composante, on va dire, économique, financière qu'on va venir retrouver dans la RSE. Donc c'est pas juste, entre guillemets, pour se sentir bien ou pour être voilà, content de faire le bien autour de soi, si on veut, mais vraiment... quand on fait les comptes, à la fin, et ben en fait, ça vaut la peine. Et c'est pour ça qu'on parle vraiment de la RSE comme levier de performance, parce qu'on vient dire que bah oui, ça vaut la peine financièrement pour les entreprises. Voilà. Euh, Hop, on est arrivé au bout des questions. Donc j'espère que vous voyez bien mon écran. De nouveau, les slides. Non, je pense que vous voyez encore. Attendez, je vais repartager. Voilà. Là, vous devriez voir mon écran. Ok. Très bien. Donc là, ces trois questions, c'était vraiment pour illustrer un petit peu la façon dont la RSE, dont une démarche RSE va venir vraiment apporter de la plus-value à une entreprise. Et ça, c'est quelque chose que j'observe souvent en fait chez mes clients. C'est que ils ont l'impression que la RSE aujourd'hui, ça va être un coût. C'est quelque chose, il va falloir investir. Quand on met en place une démarche RSE, quand on met en place tous les outils, les processus dont j'ai rapidement parlé tout à l'heure, donc la matrice de matérialité, un dialogue partie prenante, toutes ces choses-là, eh bien en fait, on va vraiment avoir un retour sur investissement. Et le retour sur investissement, il est important. Euh, voilà. Hop, j'ai d'autres chiffres juste après. Voilà aussi parce que les chiffres, généralement les gens, ça les marque. Donc c'est des chiffres qui peuvent permettre de briller lors de votre prochain cocktail. En France, on va avoir un écart de performance financière. Donc là, je parle vraiment de performance financière de 13% entre les entreprises qui vont mettre en place des pratiques RSE et celles qui vont y renoncer. Comment ça s'explique? Bah, tout à l'heure, on a vu par exemple que plus de 50% des entreprises qui mettent en place une démarche RSE le font pour faire baisser leurs coûts de production, vont se retrouver en fait là-dedans. Donc 13%, c'est quand même pas rien. Donc ça va être par exemple une entreprise qui va, je sais pas, utiliser moins de matières premières, bah forcément elle va payer moins de matières premières. Et donc sa marge va augmenter. Donc ça c'est sur la partie, enfin c'était un exemple sur l'environnement, mais aussi ça marche aussi avec la partie sociale, donc les grandes questions sociétales, hein, le handicap, la diversité, l'inclusion, le bien-être au travail. Et donc pour illustrer ça, vous avez un autre chiffre, c'est que les entreprises avec une équipe dirigeante qui est plus diversifiée ont un revenu en innovation qui est 19 fois supérieur aux autres entreprises. Donc en fait, l'inclusion, la diversité au sein des équipes et surtout des équipes dirigeantes, ça c'est vraiment un petit peu le plus important, c'est que c'est une équipe, enfin plus on va monter hiérarchiquement dans l'entreprise, plus ça va avoir de l'impact. On est quand même à quasiment 20% de revenus supérieurs. 56% des entreprises engagées dans une démarche RSE déclarent accéder plus facilement à de nouveaux marchés des appels d'offres. Notamment aussi parce que, vous le savez peut-être, les entreprises, enfin, ou notamment les appels d'offres, les marchés publics, souvent,
il y a des critères RSE aussi qu'on va retrouver là-dedans. Et donc des entreprises qui n'ont pas mis en place une démarche RSE qui soit vraiment cohérente et qui aille au-delà du minimum réglementaire, bah, forcément vont avoir moins de chances que leurs concurrentes. Les concurrentes qui, elles, ont mis en place une démarche RSE qui est vraiment impactante. Donc, c'est elles qui vont plus facilement remporter euh, les appels d'offres. Que ce soit public ou privé également. Parce que vous avez aussi évidemment la pression des clients qui disent bah oui, mais moi j'ai besoin que mes fournisseurs, mes sous-traitants, etc. soient aussi irréprochables, ou en tout cas soient engagés dans une démarche RSE. Et on va retrouver ça, voilà, notamment grâce au devoir de vigilance, un terme que vous avez peut-être déjà entendu. Donc ça va faire partie en fait de la réglementation RSE notamment. Le devoir de vigilance dit que les entreprises sont légalement responsables de ce que font faire leurs sous-traitants ou fournisseurs d'un point de vue, voilà, droit humain, corruption, etc. Et il y a des études, voilà, plusieurs études qui démontrent que les salariés investis activement dans les projets RSE de leur entreprise sont généralement les plus heureux. Voilà, donc ça vient jouer aussi sur cette partie vraiment bien-être au travail. Donc là, je vous ai listé plein de sujets, enfin oui, de raisons pour lesquelles les entreprises s'engage activement sur des démarches RSE. Donc ça reprend un petit peu voilà, tout ce qu'on vient de partager. Donc par exemple, réduction des coûts en énergie. Donc évidemment, j'utilise moins d'électricité. Bah, je paye moins d'électricité à la fin du mois ou à la fin de l'année. Moins de matières premières. Donc vraiment, voilà, réduction des coûts financiers. Donc ça, c'est ce qui va être peut-être le plus facile aussi à calculer. Parce que comme toute bonne gestion de projet en RSE, bah, vous avez besoin aussi d'avoir des indicateurs qui vous permettent justement de suivre un petit peu bah, votre retour sur investissement justement. Fidéliser les collaborateurs en améliorant la qualité de vie et les conditions de travail, remporter des appels d'offres et des nouveaux marchés, renforcer l'image, la réputation de l'entreprise, répondre aux attentes des consommateurs, donc pression du marché, hein, je le mentionnais tout à l'heure en début de webinaire notamment. Gestion des risques santé et sécurité, anticipation des obligations réglementaires, donc il vaut mieux anticiper, hein, je pense que c'est la même chose sur tous les secteurs, plutôt que d'être voilà, soumis, oulala zut, il faut changer, il faut absolument qu'on se conforme à telle norme. Amélioration de l'innovation au sein des équipes, attirer des nouveaux talents. Donc il y a vraiment cette notion aussi de marque employeur qu'on va retrouver, on l'a vu tout à l'heure. Plus de 50% des travailleurs français aujourd'hui veulent travailler et c'est surtout vrai chez les jeunes générations. Donc ça devient vraiment un sujet de plus en plus important pour les entreprises. On parle beaucoup de la marque employeur, bah, la stratégie RSE des entreprises joue tout à fait un vrai rôle là-dedans. Voilà, on va s'intéresser rapidement au cadre réglementaire de la RSE. On arrive à la presque fin de notre présentation. Euh, donc vous avez le cadre réglementaire de la RSE en France. Donc rapidement au niveau européen, on va avoir la tendance, ça va être vraiment euh, d'avoir de plus en plus une réglementation qui va être de plus en plus standardisée, mais on voit aussi apparaître, et ça c'est depuis 2 ans environ, une vraie volonté de simplification des obligations, parce que c'était devenu un petit peu trop complexe, tout simplement pour les entreprises. Les entreprises avaient du mal à s'y retrouver, et l'idée c'était pas non plus de noyer les entreprises sous des obligations. Voilà. Donc aujourd'hui, au niveau européen, on va retrouver notamment la CSRD, qui est une directive européenne qui oblige les entreprises qui répondent à plusieurs critères, bon, par exemple plus de 150 salariés, plus 40 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 20 millions d'euros de bilan, donc ça oblige ces entreprises-là à publier un rapport RSE. Sachant que c'était échelonné sur plusieurs années. Cette obligation, enfin la mise en place de l'obligation. L'objectif étant vraiment de réussir à créer des données qui vont être standardisées et donc plus facilement auditables par les pouvoirs publics. Et donc pour standardiser ces données, l'Union européenne a sorti une taxonomie verte. Donc c'est
un document de référence qui vient référencer toutes les activités professionnelles qui existent et qui va définir si ces activités sont néfastes ou bénéfiques pour l'environnement ou neutres. Voilà, plusieurs niveaux. Et donc l'idée, c'est vraiment de réussir à définir c'est quoi les activités qu'on va considérer durables. Et donc ça, ces données-là doivent notamment se retrouver donc dans le rapport RSE que les entreprises sont obligées de publier suite à la CSRD. Et ensuite, vous avez aussi la SFDR, hein, qui est Sustainable Finance Disclosure Regulation. Je m'excuse pour mon anglais. Donc c'est un règlement, une réglementation tout simplement qui oblige, dans cette même logique, les entreprises à donc publier leurs chiffres afin de créer plus de transparence pour les investisseurs qui veulent investir dans des entreprises qui vont être plus vertes ou plus durables que d'autres. Voilà, donc ça c'est vraiment trois outils qui sont liés au niveau européen et qui impactent les entreprises françaises. Alors il faut savoir que la CSRD notamment, donc la directive, a été mise un peu en pause. Donc là j'ai marqué omnibus, donc l'omnibus, c'est la décision qui a fait que voilà, c'est en pause actuellement. Et donc c'est en lien avec ce que je disais tout à l'heure, qu'il y a vraiment une volonté de simplification, de recentrage des obligations parce que les entreprises ont dit mais en fait là ça fait trop, c'est trop complexe, on n'y arrive plus. Voilà, donc il y a un peu un flottement, on va dire, sur la CSRD en ce moment. On attend de voir comment ça va évoluer, pardon. Et au niveau français, on va avoir vraiment un renforcement progressif des obligations, qu'elles soient sociales, environnementales, ou alors encore de transparence. Je mentionnais le devoir de vigilance tout à l'heure. Donc là, c'est l'obligation pour les entreprises d'identifier tous les risques de droits humains, par exemple, d'environnement, santé, sécurité, sur toute leur chaîne de production. Donc ça veut dire qu'ils sont légalement responsables de leurs sous-traitants et de leurs fournisseurs. Toutes les entreprises de plus de 50 salariés en France doivent également publier un index, ça s'appelle l'index égalité femmes-hommes, donc sur l'égalité des sexes. Et si le score de l'entreprise, donc ça c'est obligatoire, hein, ils doivent le faire en ligne notamment. Donc si le score de cet index est en dessous de 75, l'entreprise doit déposer aussi un plan d'action pour rectifier cet index sur l'année qui suit. On va retrouver également la banque de données économiques, sociales et environnementales, qui fait que les entreprises doivent publier, enfin c'est les entreprises qui ont des CSE qui doivent obligatoirement publier des chiffres, donc des chiffres économiques, sociaux, environnementaux, afin de les rendre beaucoup plus transparentes sur leur impact social et environnemental. Et donc ça aussi, donc par exemple, ça peut être le fait de publier un bilan carbone, mais pas que, ça fait partie. Mais l'objectif, voilà, c'est vraiment de rendre les entreprises plus transparentes. Et on va avoir aussi la loi AGEC, qui est importante à mentionner, qui est la loi sur la transition écologique et l'économie circulaire, qui vient travailler notamment sur les modèles, enfin les business models, donc les modèles d'affaires, pour transformer à terme, on espère, les modèles de production, mais surtout aussi de consommation. Mention spéciale, je ne pouvais pas finir la partie réglementaire sans parler de l'ISO 26000, tout à droite là de la slide. Donc en fonction aussi des secteurs, hein, vous avez d'autres obligations des fois, notamment environnementales qu'on va retrouver. Donc par exemple je sais pas, dans le secteur chimique ou agroalimentaire, on peut avoir d'autres obligations, mais ça va être vraiment très sectoriel. Et voilà, donc au niveau mondial, on va retrouver aussi l'ISO 26000. L'ISO 26000, c'est un standard, un standard international de la RSE. Donc ça se finit en zéro, ça veut dire que ce n'est pas certifiable. Une entreprise qui vous dit qu'elle est certifiée ISO 26000, ce n'est pas possible. C'est impossible, ça n'existe pas. Mais aujourd'hui, l'ISO 26000, ça va représenter un petit peu le standard international de la RSE. Donc en gros, une entreprise qui voudrait commencer une démarche RSE, moi je conseille de commencer par l'ISO 26000 parce qu'aujourd'hui c'est le standard de la RSE au monde. Vous pouvez retrouver d'autres référentiels internationaux, genre j'ai mentionné le GRI et le Global Compact, qui peuvent, notamment le GRI qui peut être très intéressant pour certains secteurs, notamment l'industrie. Mais l'ISO 26000, ça s'applique à toutes les entreprises, tous les secteurs, et ça fonctionne toujours, j'ai envie de dire.
Puis après, vous pouvez retrouver voilà, d'autres labels, alors soit français, soit internationaux, hein. Bon, vous avez peut-être déjà entendu parler, on peut parler d'Ecovadis, on peut parler de Bicorp. Vous savez, c'est un petit B dans un petit B noir dans un rond qu'on peut retrouver sur certains produits. ISO 14001, ISO 20121. Alors ça, par contre, les marques, pardon, les standards ISO, s'ils se finissent en 1, sont certifiables. Donc l'ISO 14001, l'ISO 20121. Lucie, c'est un autre label, notamment français, qui vient se baser sur l'ISO 26000, mais voilà, qui est un label en soi. Voilà pour la partie réglementaire. Et donc, je vais vous présenter 4 projets RSE. Et je vais vous proposer, pardon, qu'on regarde une vidéo sur un des 4 projets. Et ce sera la fin de notre présentation. Mais voilà, je vais vous présenter oralement ces 4 projets. Vous pourrez ensuite voilà, choisir celui qui vous intéresse le plus. Ce qu'il faut savoir sur les projets RSE, c'est que les stratégies RSE, elles sont vraiment très différentes. On peut aller s'inspirer chez le copain, chez le voisin, mais en fin de compte, il faut que cette stratégie RSE, elle soit vraiment adaptée à l'entreprise, à son contexte. Voilà. Alors, donc on a Intermarché, les fruits et les légumes moches. Donc Intermarché, il faut savoir que Intermarché, ils produisent une grosse partie des fruits et des légumes qu'ils vont vendre dans leur supermarché. Il y a une logique un petit peu locale aussi. Et donc, ils ont fait une campagne de pub pour vendre les fruits et les légumes moches. Parce que voilà, qui sont pas au standard, ou voilà, les carottes qui sont toutes biscornues. Pourquoi? Parce que voilà, si on sait qu'ils sont producteurs, en fait, bah, pour eux, c'est un manque à gagner. S'ils sont obligés de jeter toutes les carottes, je sais pas, les tomates qui sont pas très belles, etc. En fait, c'est de la production qui est gâchée, quoi, pour eux. Et donc, il y a cet enjeu d'un côté, on va dire l'enjeu stratégique de l'entreprise, qui est, bah, je veux générer plus de profit en vendant plus de produits que je produis moi-même, Intermarché, hein. Et de l'autre côté, vous avez les besoins environnementaux et aussi sociaux des clients, parce que bah, les clients vont les payer moins cher, ces légumes moches. Donc, ça va voilà, mettre en avant une alimentation plus saine, plus durable, etc. Évidemment, on lutte aussi contre le gaspillage alimentaire. Ça c'est un projet. Ensuite, vous avez Microsoft France, hein, qui a mis en place un projet de formation pour les jeunes qui sont atteints, enfin qui souffrent d'autisme Asperger notamment. Et donc en fait, ça va être un programme de formation pour ces jeunes qui va être vraiment adapté à leurs besoins de personnes neurodivergentes. Donc vous avez notamment une psychologue qui va les suivre. Ils ont des cours sur voilà les relations humaines, en plus de leurs cours de code. Voilà, une école informatique, j'ai envie de dire classique. Ils ont des cours en plus. Ils ont vraiment un accompagnement. Les professeurs sont formés aussi pour mieux les accompagner. Et alors, vous allez me dire, bah oui, ok, très bien, mais qu'est-ce que ça leur apporte? Alors, pour les jeunes qui font partie du programme, souvent les personnes qui souffrent, enfin qui sont atteintes d'autisme Asperger, ont du mal à trouver du travail. Pas forcément à cause de leurs compétences techniques, mais un petit peu de leurs compétences, on va dire, interpersonnelles. Elles ont du mal, en fait, tout simplement à évoluer dans un environnement, notamment d'études, et après de travail qui va être, on va dire, classique traditionnels. Donc ça va leur permettre vraiment d'acquérir un diplôme dans un environnement adapté à eux. Et pour Microsoft, quel est l'intérêt de Microsoft? En fait, Microsoft va les former vraiment sur ces langages, les langages informatiques de Microsoft. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu moins vrai, mais il y a quelques années, la tech, en fait, le secteur de la tech avait vraiment du mal à recruter des gens qui étaient qualifiés et vraiment sur ces outils, enfin et formés sur ces outils, ces langages, etc., etc. Voilà. Les 2 derniers projets, donc vous avez aussi EasyGrid. Donc ça va être un réseau électrique intelligent de quartier. Donc là, vous avez un quartier d'affaires qui s'appelle Ici West, hein, euh, où tous les bâtiments vont être en fait euh, comment dire, connectés les uns aux autres. Et donc notamment les entreprises, vous avez notamment Bouygues Télécom qui a été très porteur sur, enfin très moteur sur le sujet, sur ce projet-là.
Et ils vont en fait avec un réseau électrique intelligent venir compenser les consommations électriques. L'idée c'est vraiment de lisser les consommations électriques pour moins consommer, tout simplement. Et donc, il y a plein d'outils qui ont été mis en place, comme des détecteurs de mouvement, etc., pour baisser, par exemple, la chaleur des pièces s'il y avait personne dedans, personne dans l'immeuble, éteindre les lumières automatiquement, enfin voilà. Et évidemment, plein de panneaux solaires qui ont été installés sur plusieurs bâtiments. Donc là, l'objectif, il est double, hein, comme à chaque fois, j'ai envie de dire. D'un côté, vous avez baissé vraiment la consommation d'énergie d'un point de vue environnemental, et puis de l'autre, baisser la consommation d'électricité des entreprises, donc faire des économies sonnantes et trébuchantes. Et le Duo-Day, donc c'est le dernier projet que je voulais vous présenter. Donc le Duo-Day, c'est vraiment une opération qui a lieu une fois par an. Et donc en fait, ça va être sur la diversité, l'handicap. C'est des entreprises qui vont s'inscrire pour proposer à des personnes en situation de handicap diverses d'accompagner un de leurs collaborateurs ou une de leurs collaboratrices pendant une journée entière pour voir un petit peu la réalité du travail. Alors, quel est l'intérêt? Donc, pour la personne en situation de handicap, ça va lui permettre vraiment de voir si voilà, tel métier peut vraiment l'intéresser, tel secteur. Notamment, ça peut être des personnes qui peuvent avoir envie de se faire former ou voilà, de se réorienter professionnellement. Et puis aussi de créer du lien avec certaines entreprises. Et pour l'entreprise, l'intérêt, alors je sais pas si vous le savez, mais les entreprises sont soumises à une obligation réglementaire sur le handicap qui est d'avoir minimum 6% de personnes en situation de handicap dans leurs effectifs. Et si elles ne répondent pas à cette obligation, elles doivent payer une amende. Donc ça leur permet aussi aux entreprises d'avoir de sourcer, on va dire, des candidats potentiels aussi les, euh, pour les inclure après dans leurs entreprises. Et en tout cas, ça permet d'ouvrir le débat. Et il faut savoir que sur le handicap, encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui sont très frileuses parce qu'elles ont peur, en fait, le handicap, c'est quoi? Est-ce que ça veut dire que je dois réaménager tous mes locaux? Voilà. Et donc là, ça permet aussi un petit peu de démystifier ça et aussi des fois de rassurer tout simplement les entreprises. Voilà. On arrive à la fin euh, de la présentation. Donc, je vous remercie de votre participation et je laisse la place aux questions. Je sais pas, Merci beaucoup, Tatiana. voilà, Daya, si tu veux. Oui, comme vous souhaitez, je peux vous les lire et vous pouvez y répondre. Euh, D'accord. à moins que vous ayez... voilà. Écoutez, on y va, c'est parti, hein. D'accord. Alors, j'ai les questions là sous les yeux, Oui, c'est dans le chat. oui, c'est ça. Vous voulez que. Ouais, ok. Alors, je suis formatrice en management face à des qui sont pris en étau. Alors, je vais lire la question. Alors, face à des managers intermédiaires qui se sentent pris en étau entre les objectifs de rentabilité et les nouvelles directives RSE, quel argument clé issu de votre approche permet de leur faire percevoir le management responsable comme une aide plutôt que comme une charge mentale? Ma réponse, en fait, elle était un petit peu dans la présentation, dans le sens où le management responsable, c'est de créer des conditions de management qui font que tout le monde se sente bien. Et le manager, et les personnes de son équipe. Donc quand on va parler de QVCT, de qualité de vie, de conditions de travail, euh, voilà. Peut-être pour nuancer un petit peu ma réponse, parce que vous parlez là du fait que enfin, vous parlez des objectifs de rentabilité. Donc ça va être la pression très concrètement de la hiérarchie, hein. Voilà. Pour qu'une démarche RSE fonctionne vraiment, vous avez besoin aussi de l'appui de la direction. Voilà. Donc ça vient peut-être un petit peu nuancer ce que je viens de dire. C'est que d'un côté, le management responsable, il est là pour aider, si on veut, et le manager et les personnes qui font partie de son équipe en créant des conditions de travail qui sont plus agréables pour tout le monde. Voilà. On passe quand même beaucoup de temps au travail. Mais on peut pas avoir de changement systémique dans une entreprise si vous n'avez pas la direction qui est là en train de, voilà, tout simplement soutenir et mettre à disposition les outils qu'il faut.
Bonjour, quelles sont les deux ou trois obligations légales absolument incontournables et prioritaires à surveiller cette année pour une entreprise qui part de zéro? Alors, je vais revenir sur ma petite slide, hein. Pardon, ma petite slide des obligations réglementaires. Alors, ça dépend de la taille de l'entreprise, j'ai envie de vous dire. Parce qu'en fonction de la taille de l'entreprise va être soumise à diverses obligations, à des obligations diverses. La chose numéro un, c'est déjà de s'assurer que l'entreprise n'est pas soumise à l'obligation de la CSRD. Donc c'est la directive européenne, le premier point là au niveau européen. Donc ça c'est voilà, en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction de ces données, de voir si elle est soumise ou pas à ce rapport-là. Ensuite, au niveau français, vous avez donc ce devoir de vigilance qui vient s'appliquer si l'entreprise elle a des sous-traitants et des fournisseurs notamment. Si la chaîne de production est assez courte et on va dire localisée en Europe, bon, les risques sont pas énormes. Par contre, si vous faites produire, je sais pas, des vêtements au Bangladesh, voilà, là, devoir de vigilance, c'est quand même plus important. Il y a l'index d'égalité femmes-hommes, donc à partir de 50 salariés. Et vous avez notamment la loi AGEC. Donc je suis pas allée dans les détails, mais la loi AGEC, elle oblige notamment, par exemple, certaines entreprises en fait à gérer leurs déchets. Gérer leurs déchets dans le sens où gérer les déchets des produits qu'elles vont produire. Donc par exemple je sais pas, Dell ou je sais Apple ou enfin toutes les entreprises de la tech qui vendent des ordinateurs et des téléphones portables sont soumis à des obligations de recyclage et de traitement des déchets de ces déchets-là. Voilà, j'espère que. Et en fait, si vous voulez surveiller, enfin sur la veille, hein, peut-être pour juste compléter, sur la veille, bah en fait, au niveau européen, il y a l'omnibus qui est intéressant à garder C'est une autre directive, hein, c'est un amendement à la CSRD globalement pour voir un petit peu ce qui va en ressortir. McDo veut imprimer les plaques d'immatriculation des clients sur leurs sacs pour retrouver ceux qui jettent les sacs des commandes par les fenêtres de leur véhicule. Est-ce que c'est légal? Je ne sais pas. Je suis désolée, là, ça sort de mes compétences. Je sais pas. Sincèrement, je sais pas du tout si c'est légal ou pas. RSE, je sais pas, c'est débattable. J'aurais tendance à dire que la question c'est est-ce que c'est éthique? Bon, ça après, ma réponse, alors déjà, je ne sais pas du tout si c'est légal ou pas. Il faudrait demander à un avocat ou une avocate. Euh, je pense que l'écologie punitive, pour moi, et ça c'est mon opinion personnelle, ça ne marche pas. Voilà. Et c'est aussi mon approche de la RSE, hein, comme je l'ai présenté. L'écologie punitive de dire, ouh là là, toi t'as mal fait, c'est mal. Ça marche pas. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, que ce soit auprès des consommateurs, auprès des entreprises, c'est leur montrer vraiment l'avantage à mettre en place des logiques RSE. Voilà. Enfin, des logiques de développement durable, tout simplement. Bonjour, puisque les critères RSE deviennent éliminatoires dans les appels d'offres, quelles sont les obligations légales ou les certifications minimales que les équipes commerciales doivent impérativement maîtriser pour valoriser leur dossier face à un acheteur exigeant? Alors, c'est très bien, on est sur la slide qui convient. Alors déjà, il faut vérifier au niveau sectoriel. Moi, je commencerai par là. C'est de vérifier au niveau sectoriel, est-ce que vous avez certaines obligations, par exemple environnementales, sur le sujet. Et ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure à l'autre question, en lien avec l'autre question, c'est de vérifier est-ce qu'on est soumis aux obligations de la CSRD, de l'index égalité femmes-hommes, la loi AGEC, vérifier si là on tombe aussi sous certaines obligations de cette loi et évidemment aussi du devoir de vigilance. Il n'y a pas de réponse, on va dire, euh, standard, hein. C'est aussi, c'est ça qui rend les choses un petit peu difficiles aussi pour les entreprises des fois, c'est pour s'y retrouver, parce que justement, ça va être un petit peu en fonction des secteurs, en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction des activités. Je parlais tout à l'heure de la taxonomie verte. Dans la taxonomie verte, vous allez retrouver des activités. En fait, des fois, les entreprises, elles savent pas si ça va être des activités qui sont considérées comme bénéfiques, comme neutres. Des fois, vous avez ce qu'on appelle les activités de transition. Les activités de transition, c'est des activités qui en soi sont polluantes, mais on considère qu'on en a besoin pour la transition écologique. Donc, par exemple, le gaz naturel.
Voilà. Je sais pas si ça, j'espère que ça répond à votre question. Quels sont les indicateurs ou les engagements RSE concrets les plus recherchés aujourd'hui par les talents lors d'un recrutement et que nous devons inciter les services RH à mettre en avant? Alors, ce qu'on va retrouver souvent, notamment chez les jeunes, ça va être beaucoup l'équilibre vie pro, vie perso. Donc, très clairement, je mettrai en avant un petit peu tout ce que vous faites d'un point de vue QVCT, donc qualité de vie, conditions de travail. Ensuite, un deuxième conseil que je peux donner, c'est qu'il faut que la stratégie RSE, elle soit en lien avec votre cœur de métier. Si votre cœur de métier, c'est, je sais pas, qu'est-ce que ça pourrait être? C'est, par exemple, l'éducation. Je dis n'importe quoi, c'est de la formation. Il faut vraiment que la démarche RSE, elle soit cohérente avec, voilà, les activités de formation que vous mettez en place. Si tout d'un coup vous faites de la formation et que par exemple vous financez voilà, des écoles dans un autre pays ou vous aidez des écoles qui sont dans des banlieues compliquées, ça c'est en lien avec votre cœur de métier. Par contre, si là vous partez sur quelque chose de complètement différent et que vous allez sauver les dauphins, c'est pas très cohérent. Et là, généralement, on voit que les candidats, ils comprennent pas, en fait. Voilà. Donc voilà. Mon conseil, ce serait vraiment de réfléchir à avoir une démarche RSE qui soit vraiment cohérente avec votre cœur de métier. Et aussi parce que bah, c'est là que vous avez un petit peu le plus de levier d'action. Et je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure aussi, qui était de dire, si je retrouve la slide, hop, pour revenir. Hop, non, on va remonter. Hop, peu importe. Voilà, donc celle-là. Donc en fait, ce qui est le plus important, c'est vraiment le premier point de ma slide, c'est de dire un comportement transparent et éthique. Les candidats aujourd'hui, ils s'attendent pas à ce que les entreprises, elles soient vraiment irréprochables. Les candidats, pardon, excusez-moi, les candidats, ils attendent que les entreprises soient honnêtes vraiment sur leur maturité d'un point de vue environnemental, d'un point de vue social, de dire bah voilà, ça on le fait déjà très bien. Là-dessus, on est en train d'évoluer, on avance, on a mis en place tel projet, tel projet, tel projet. Et puis par contre là, ça c'est une chose sur laquelle on a identifié que bah on était pas très fort. Donc voilà, ce serait mes trois conseils, c'est d'être transparent, éthique, et pas essayer de cacher les choses. Deuxièmement, donc vraiment de mettre en avant des choses qui sont en lien avec votre cœur de métier. Et sur le point social, vraiment la partie QVCT, aujourd'hui les candidats, ils ont vraiment un regard impitoyable de ce côté-là. Voilà. J'espère que j'ai répondu de façon satisfaisante à vos questions. On va revenir sur la fin. Ah. Et Parfait, bah je ne sais merci pas s'il y a d'autres Tatiana. questions. Oui. Non, mais je vous remercie d'avoir répondu à toutes les questions. Et puis, si vous voulez approfondir le sujet RSE, eh bien, Tatiana sera disponible pour des formations. Voilà, n'hésitez pas à consulter le catalogue et puis à contacter Myriam pour faire part de vos demandes, même de vos questions à transmettre à Tatiana. Avec plaisir. Voilà, et si aussi vos clients, voilà, ont des questions comme ça, j'espère que vous aurez plus d'arguments, plus d'outils pour pouvoir discuter avec eux du sujet. Voilà, Merci, avec plaisir. Et ben merci à tous et à toutes pour votre participation et pour les questions très pertinentes que vous avez posées. Merci beaucoup. merci, bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.